Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver. On est le 29 décembre, c'est quasiment le réveillon et je suis avec Chris Singleton. Salut Chris. Hello everybody. Hello Nico. On en parlait juste avant là, de commencer. On va démarrer par les Los Angeles Lakers. Ouais. Bien triste lors du dernier match de Noël, qui était sur 3 défaites de suite avant de gagner cette nuit contre Sacramento. Mais la grosse news ces derniers temps à LA, c'est la rechute de Austin Reeves, qui avait raté quelques matchs après une petite blessure au mollet. Là, il a aggravé la lésion. Il sera absent pendant au moins un mois pour Los Angeles. Est-ce que Chris, tu penses que comme moi, on rentre dans une zone de turbulence pour les Lakers prochainement? Ouais, c'est plutôt. Moi, je crois que c'est plutôt défensif. On est en train de voir des vérités que on soupçonnait, mais c'était pas aussi évident que ça. Quand tu as Austin Reeves, Doncic, LeBron sur le terrain, tu es défensivement forcément pas à l'auteur. Donc, je ne parle pas de battre des équipes comme Sacramento, sans manquer de respect pour Sacramento, mais on a des objectifs beaucoup plus élevés pour les Lakers, et on commence à parler de est-ce que cette équipe-là est capable de rivaliser avec les 3-4 meilleures équipes dans la conférence Ouest. Et la réponse est non. Parce qu'il ne défend pas. Il ne défend pas. Et J.J. Redick, il a formulé ça. Les gens, ils s'en foutent. Mais je ne pense pas qu'ils s'en foutent. C'est le travail de l'entraîneur à mettre l'organisation, imposer l'organisation et surtout le repli. Le repli, ce n'est pas une question de talent, c'est une question d'effort. Là, je suis d'accord avec lui. Je me suis amusé à regarder LeBron à un moment. S'il ne peut pas faire le contre spectaculaire, il trottine quand il revient. Il s'en fout. Il laisse ses partenaires un petit peu, avec un défenseur de moins. Il arrive. Donc, ça fait que l'organisation n'est pas en place. Donc, pour moi, ça, c'est le plus gros souci pour les Lakers. Évidemment, quand tu es dans une situation comme ça, tu dois essayer de gagner les matchs offensivement. C'est vrai que sans Austin Reeves, c'est un attaquant de moins, un créateur de moins, et ça va forcément faire du mal aux Lakers. Ouais, et ça va donner un peu plus de responsabilité à Marcus Smart, du coup, sur la partie défensive, mais je suis pas sûr que Smart soit la solution au problème de Los Angeles, comme on le voit depuis le début de la saison, où de toute façon, c'est plus le Marcus Smart de Boston, le grand Marcus Smart de la grande époque. Et quand il joue, c'est vrai qu'il apporte en défense, mais on attaque quasiment un joueur de moins pour Los Angeles. Oui, c'est vrai que Marcus Smart, il était censé d'être le défenseur à la pointe de cette défense des Lakers, avec un Ayton beaucoup plus actif, beaucoup plus agressif. Mais bon, je pense pas qu'on peut changer les gens comme ça. Ayton ne sera jamais le féroce, dernière ligne, défenseur de dernière ligne, qui se pousse, excusez-moi de l'expression, qui se pousse le cul à aller chercher, de l'aide. Donc, à partir de là, Marcus Smart, non, il n'est pas la solution. Est-ce qu'il y a une solution individuelle? J'y crois pas. Il va avoir une solution et une prise en compte collectivement. Est-ce qu'on veut... et puis c'est possible. Tu arrives au play-off et tout le monde est prêt à faire des sacrifices. Tout le monde est prêt à écouter, à s'organiser. Et c'est là que le déclic doit arriver. En play-off, j'imagine qu'ils vont être en play-off. Ça doit être là. Et ce qui est un peu choquant quand on voit l'effectif des Lakers, c'est qu'en fait, il y a plein de joueurs qui sont bons que d'un côté du terrain, que ce soit en attaque, soit en défense. Tu prends que ce soit Marcus Smart, que ce soit Jared Vanderbilt, qui est un super joueur défensif, mais qui en attaque n'a ni le shoot, ni la création, ni la passe. Il apporte quasiment rien à Vanderbilt, alors que J.J. Redick aime l'utiliser parce que justement, avec un joueur pareil, c'est un ailier surdimensionné qui peut défendre sur... quasiment toutes les positions, et de la même chose en attaque, que ce soit Luka, LeBron, Reeves, 3 génies en attaque, mais qui de l'autre côté du terrain ne font ni les efforts, ni ne se donnent les moyens de faire mieux que ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. Ayton, il est un peu entre les deux,
mais en fait, tu n'as aucun joueur où tu peux dire, lui, c'est un bon joueur en attaque et en défense. Et c'est ça le vrai problème, je trouve, de Los Angeles. C'est que des joueurs qui jouent 50-50, soit en attaque, soit en défense, mais pas les deux. Ouais, mais ça c'est le lot de toutes les équipes. Hein. Il y a des équipes où on n'attend pas beaucoup de choses en attaque. C'est vrai que Vanderbilt, il peut défendre sur plusieurs postes. Pour moi, c'était une partie de la solution, c'est de le mettre dans la rotation. Au moins le jouer 15-20 minutes. Je pense que c'est la même chose avec Marcus Smart. Le faire jouer 15-20 minutes à fond défensivement, on leur donnait des tâches bien évidentes. On sait que Marcus Smart, il peut prendre le feu à 3 points, donc on ne va pas lui dire de ne pas shooter. On va tester, on va voir. Vanderbilt, c'est vrai qu'offensivement, c'est un peu frustre. Mais bon, il y a d'autres joueurs pour ça. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est qu'ils ont... Luka Doncic est un des meilleurs attaquants de l'NBA. LeBron James, même à son âge, il est encore hyper puissant. Donc, Austin Reeves, quand il est là, il a changé de cap. C'est un joueur à 20-25 points, facile, avec la capacité de faire des passes. Donc, ils ont des outils offensifs. Maintenant, il faut se construire en disant, c'est pas trop tard, on est arrivé au milieu de la saison, il faut quand même... On n'y est pas encore, mais est-ce qu'on sait qu'il y a du talent? Mais est-ce que ça suffit? Je ne crois pas, parce que même les équipes qui ont du talent, ils ont du talent les deux côtés du ballon. Tu prends OKC, je parle de l'Ouest, tu prends OKC, tu prends les Spurs, tu prends Denver, ils ont tous une attitude que oui, on peut être bon en attaque, mais il faut qu'on défende quand même. Et il y a J.J. Redick, on en a parlé, là, qui a fait une sortie assez musclée dans la presse après le revers contre Houston. On le sentait assez agacé, il a pointé la défense, la répartition des rôles, l'organisation aussi en attaque, oui. Où il disait que finalement les joueurs ne suivaient pas forcément les consignes et les rôles qui leur étaient attribués. Moi, j'ai vu ça un peu comme un tacle à deux joueurs qui sont censés leader ça. LeBron James et Luka Doncic. Si tu dis qu'il y a un problème de répartition des rôles en attaque et d'organisation en attaque, les deux qui sont censés gérer ça, justement, en plus avec la blessure d'Austin Reeves, c'est bien LeBron et Luka. Oui, ben c'était la fondation du training camp, du début. Quand J.J. Redick est rentré dans sa deuxième saison, il avait parlé, le plus important, ils ont fait un dîner, ils ont mangé des crevettes ensemble, ils ont pris des fish and chips, ils ont dit, voilà. Ça, c'est toujours la même histoire, chaque été on mange ensemble et on est copains. On est copains, et puis voilà comment on va jouer, voilà, tout le monde va investir, tout le monde va être collectif, tout le monde va être d'accord pour dire qu'il faut un bloc défensif qui doit être là. Et oui, effectivement, même quand tu écoutes LeBron, comme c'est un oraliste magnifique, il dit oui, ça doit être comme ça, moi je dois être le leader, je dois faire plus, mais on ne voit pas faire plus défensivement. Donc on sait que voilà, il peut pas défendre comme c'était avant. On le sait parfaitement bien. Doncic, on sait parfaitement bien que voilà, vous mettez une chaise au milieu du terrain, c'est exactement pareil avec le 77, tu mets sur la chaise. Donc non, ils ont trop de joueurs. Ouais. Qui s'en fout? Oui, je ne crois pas ça, non. Ils veulent tous gagner, mais ils sont pas. Ils se disent, le copain à côté, il est là pour défendre. Moi, je suis là pour scorer. Je suis là pour faire la fête. Je suis là pour faire du spectacle. Mais bon, on n'arrive plus au moment du spectacle. Ouais. On disait, donc on n'est pas à la mi-saison encore. On est à 30 matchs exactement pour les Lakers. 20 victoires, 10 défaites, 4e de la conférence Ouest. Ce qui est. Ce qui était à peu près dans les eaux de ce qu'on imaginait pour les Lakers. Maintenant, l'autre souci aussi, c'est que tu as donc 3 joueurs que tu payes très cher, que tu as Austin Reeves à prolonger l'été prochain, que LeBron James, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais il aura 41 ans ce mardi, demain, si vous écoutez ce podcast lundi. Non, mais, 41 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la suite ? Est-ce qu'il y a vraiment un avenir pour le trio Reeves, Doncic, LeBron ? En l'état, j'ai du mal à l'imaginer. Et alors, avec un an de plus pour LeBron, si on part du principe qu'il va rester à Los Angeles l'année prochaine, ce qui n'est pas du tout sûr, c'est pas la solution, ce trio, en fait.
Non, c'est pas la solution. Je crois que LeBron, tout est autour de lui. C'est lui qui est un peu la pièce. Oui, on a un joueur légendaire qui vraiment, vraiment va être Hall of Fame, il est parmi les 3-4 meilleurs joueurs de l'histoire. Mais qui est là, qui ne te fait pas gagner. Il te fait plus gagner. Et il a le salaire d'un joueur qui doit te faire gagner. Oui. Et c'est ça le problème pour Los Angeles. Donc, l'arrivée de Doncic, c'était un peu... c'était une bonne chose pour lui, parce que ça lui a enlevé le poids d'être le seul responsable. Parce que les années avant, on commençait à dire LeBron. Mais bon, Doncic est arrivé. Austin Reeves a passé un cap où on se dit, bon, c'est un vrai star. Donc, on a les trois joueurs-là que tu sais parfaitement bien. Les faire jouer ensemble, vous allez être pas très fort en défense. Donc, à partir de là, parce que c'est la pointe, c'est devant. Donc, si tu as des passoires devant, il y a un souci comme Ayton. C'est un grand passoire, il y a des soucis. Donc, cette équipe-là ne gagnera pas de titre dans cet état-là. Il va falloir faire quelques ajouts, quelques réajustements et définir un jeu qui peut éventuellement vous faire lisser dans les 3 premiers. Ouais, moi, j'ai du mal à... Enfin, je pense que pour Austin Reeves, il y a une vraie question à se poser pour Rob Pelinka et les Lakers, parce que déjà, il y a une blessure là qui commence à traîner, c'est pas bon. Il est en fin de contrat. L'année dernière en play-off, ça s'est très mal passé. Si de nouveau cette année, il n'a pas les mêmes capacités à reproduire ce qu'il fait en saison régulière en play-off, peut-être que l'année prochaine, tu peux avoir des Lakers sans LeBron, certes, mais en plus sans Austin Reeves, qui aura un contrat, qui va vouloir re-signer un gros contrat, pas forcément le max, il est dit à Los Angeles. Moi, j'imagine très bien un sign and trade avec Austin Reeves l'année prochaine pour faire venir un autre joueur à la place. Ouais, écoute, c'est très simple. Austin Reeves est très, je vais vous dire ça à cash, il est très Venice Beach, donc ça veut dire qu'il est très populaire. Les gens, ils sont fous de lui. Il adore. Et maintenant qu'il est capable de mettre 25, 30 points, 40 points sur un match, c'est ça leur vérité à eux. Qui est tradable là-dedans? Oui, Austin Reeves aujourd'hui, parce que on se posait la question il y a un mois, est-ce qu'il faut le payer? Est-ce que maintenant, oui, ils ont intérêt à le payer s'ils veulent le garder, parce que quelqu'un d'autre va le payer. Donc, est-ce que lui, il est tradable? Je pense pas que les Lakers veulent le faire. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'il peut faire avec LeBron? Est-ce qu'il peut convaincre LeBron peut-être de sortir du banc? Vous l'aurez entendu ici en premier. Sur toute la planète basket, LeBron James qui pourrait sortir du banc. Dans un monde idéal, à 41 ans, ça serait logique, mais c'est LeBron James, on ne va pas lui demander de sortir du banc. On va laisser de côté cette option-là. Ouais. Voilà. Donc, oui, pourquoi pas, Austin Reeves, tradé pour un package qui t'amène des joueurs de Nouvelle-Orléans, peut-être, qui sont très sollicités. Herb Jones, Trey Murphy, notamment. Donc, non, mais c'est vrai que Austin Reeves, si tu arrives à dépasser le côté populaire, et tu dis, Herb Jones, il correspond plus aux besoins des Lakers que Austin Reeves. Ouais, tout à fait. Écoute, on s'arrête là sur les Lakers. Ça sera intéressant à suivre sur la suite de la saison, parce que si pendant un mois les Lakers patinent encore plus, si LeBron hausse pas son niveau en défense et dans son implication sur le terrain, Luka, on voit bien qu'il peut par certains soirs tout faire tout seul, mais dès qu'en fait Los Angeles joue une équipe forte de l'Ouest, que ce soit le Thunder, les Nuggets, les Rockets, ils explosent en fait à chaque fois. Ils sont jamais proches de gagner. Et par contre, c'est vrai qu'ils engrangent contre le Jazz, contre les Kings. Ils sont capables de gagner ces matchs. On veut les voir aussi longtemps que possible en play-off. Voilà, c'est les joueurs, quand ça va pas en play-off, c'est un manquement. Ils ont 2 joueurs, LeBron et Doncic. LeBron, on ne sait pas combien d'années on va le voir.
Donc, on a envie. Luka Doncic en playoff, on sait que ça les titille, il fait sortir des grandes performances. Donc, on a envie de voir les Lakers performer en playoff juste pour le plaisir des yeux et le plaisir, de dire, c'est maintenant, sortez vos meilleurs jeux. Un qui fera peut-être pas les playoffs cette saison, encore que ça va peut-être se décider dans les prochaines semaines, c'est Anthony Davis. Ce week-end, j'imagine que tu as vu, Chris, qu'il y avait pas mal de nouvelles infos sur l'ancien intérieur des Lakers. Dallas, qui a gagné quelques matchs, qui est maintenant 12e de l'Ouest, 12 victoires, 21 défaites, mais ça semble quand même très compliqué pour les Mavs d'aller chercher ne serait-ce que le play-in. Alors on commence à penser à peut-être échanger de nouveau Anthony Davis, qui est en plus blessé là actuellement à l'aine, il joue pas AD. Et Atlanta et Golden State se sont retrouvés un peu au centre de toutes ces infos, avec Atlanta qui serait a priori assez intéressé par Anthony Davis pour tenter de relancer sa saison, mais il ne voudrait pas inclure Trae Young dans le deal. Ça, c'est les infos qu'on a pu lire tout le week-end. Par contre, Zachary Rizaché pourrait faire partie d'un package. Dallas qui veut au moins récupérer des tours de draft plus le français dans un deal avec Atlanta. Ça signe déjà certainement la fin du projet des Mavs avec Anthony Davis, mais est-ce que avec un Porzingis qui joue pas aux Hawks parce que on ne sait pas trop ce qu'il a, il est désolé de santé, on sait qu'il a eu une maladie qui a beaucoup gêné le laiton. Est-ce que remplacer Porzingis par Anthony Davis pour Atlanta sur du très très court terme, ça peut être une bonne solution? C'est un peu échanger un chien à 3 jambes pour un chien à 2 jambes. Ça boite quand même. C'est vrai qu'elle est assez surprenante quand même, cette information. Davis, c'était un deal one shot. S'il arrivait, il était performant, comme il était le premier mi-temps, le premier match qu'il a fait. Là, tout le monde a dit, peut-être que Nico avait raison, mais finalement, le deuxième mi-temps, on retrouve le même Anthony Davis blessé. Donc, et là, il revient, il se reblesse. Donc, je pense pas que le one-shot avec lui va fonctionner. Donc, voilà. Et si tu peux te permettre de prendre un joueur qui va de temps en temps te sortir à 34 et 15, mais après, il va faire 2-3 matchs, après, il va s'en aller, vas-y, prends le risque. Mais... le risque, Porzingis, oui, c'est vrai qu'il est un peu dans le même bateau. Ça coule. Mais on a envie de le voir sur le terrain. Parce qu'à Atlanta, que ce soit à Boston, à New York, on était tous déçus du fin de régime, à Boston aussi, on sentait que Boston avait besoin de lui, mais ils ont quand même gagné le titre. Donc, Porzingis pour Davis, oui. Mais ça fait un peu move désespéré des Hawks parce que sans Triangle, il gagnait quelques matchs, mais pas suffisamment pour être dans les bien placés à l'Est. Là, Triangle est revenu, ça gagne encore moins de matchs. Oui. On comprend pas trop du coup pourquoi Triangle serait pas dans un trade. C'est vrai qu'à Dallas, il y a Kyrie Irving qui devrait revenir peut-être en janvier, février, mais on ne sait pas quand. Surtout, on n'est pas sûr qu'il revienne avant la trade deadline. Oui, on n'est pas sûr à quel niveau il revient. Et à quel niveau, donc ça embête un peu tout le monde. Et a priori, ce qu'on dit aux États-Unis, c'est que Patrick Dumont, le président actuel de Dallas, qui connaît pas grand-chose quand même au basket selon les il a du cash, mais par contre qui a beaucoup d'argent, lui il voudrait au moins voir Cooper Flagg, Anthony Davis et Kyrie Irving jouer ensemble pour voir ce que ça donne. Le souci c'est que on peut pas jouer sur tous les tableaux en NBA, et soit tu mises sur Cooper Flagg, soit tu mises sur Davis et Kyrie Irving, mais les trois en même temps sur 1 ou 2 ans, ça semble assez illusoire de penser qu'on peut avoir des résultats à l'Ouest avec ces trois-là, parce que Davis ne joue pas et Irving revient d'une rupture des ligaments croisés. Il n'est pas encore revenu. Et c'est pas le même Klay Thompson. Et c'est plus Klay Thompson. Si Klay Thompson était au niveau, on pourrait discuter. Mais c'est vrai que moi, je ne crois pas du tout dans ce projet. Je le dis, c'est des joueurs qui sont en kit, et avant qu'ils rassemblent le kit, ça va être trop tard. Donc, mon avis, oui, Cooper Flagg est là, c'est bien.
Je pense que c'est vraiment le socle de ce que Dallas doit faire. Ils ont des bons jeunes, ils ont 2 autres intérieurs, Gafford et Lively, qui va revenir l'année prochaine. Donc, je pense que le secteur intérieur, il est solide. PJ Washington, donc voilà, c'est une équipe qui avait besoin, et vraiment, vraiment, je crois, si Kyrie Irving n'était pas blessé, si même au début, si Doncic était comme il est, c'est une équipe qui pouvait rivaliser dans les 4 premiers. On a tous dit. Mais le trade de Doncic, évidemment, ça a pris tout le monde un peu par surprise. Anthony Davis, arrivé, mais pas ça, c'est pas ça. Tu peux pas construire quelque chose de solide avec un terrain comme ça. C'est pas possible. L'autre équipe, alors tout aussi surprenant, qui s'intéresserait à Anthony Davis, il y a une vraie réflexion du côté des Warriors pour tenter un one-shot sur cette fin de saison avec AD pour apporter de la taille et du rebond. Là encore, ça semble être un transfert, enfin un move un peu désespéré si ça se fait pour Golden State. Mike Dunleavy, le GM des Warriors, a dit qu'il était prêt qu'il regardait tous les joueurs d'impact qui pourraient aider Golden State. Alors c'est vrai qu'Anthony Davis pourrait régler pas mal de problèmes si on met de côté ses soucis physiques, mais les soucis physiques, ils sont toujours là, quoi qu'il arrive. Il rejoindrait l'effectif le plus âgé de la NBA, avec les Clippers. Donc là, ça paraît quand même totalement dingue aussi de se dire Anthony Davis à Golden State. Ouais, bonne idée des Warriors. Non, mais c'est vraiment, ça sera un one-shot, voilà. Ils ont commencé avec Jimmy Butler. Ce qu'ils ont envie, les Warriors, c'est d'offrir encore une chance à Steph Curry de finir bien sa carrière. Arrêter de jouer pour les play-in, arrêter d'être au fond, améliorer du classement, 10e, 9e, voilà. Ils ont envie de lui offrir ça. Quand tu regardes dans le paysage du basket, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, ils ont pris Jimmy Butler l'année dernière. Kuminga, à mon avis, il faut le vider parce que on a assez de cette histoire-là. Davis, est-ce qu'il pourrait? C'est là qu'il faut prendre le risque, il faut rouler les dés. Est-ce qu'il pourrait revenir pour 4-5 mois, peut-être en gérant physiquement? Mais moi, je sais pas. Si j'étais les Warriors, je regarderais de près. Mais en fait, je trouve que ça a beaucoup plus de sens pour Golden State de tenter le coup sur 5-6 mois, voire sur 1 an et demi avec Anthony Davis, que Atlanta, qui a une équipe plus jeune, et que même si demain tu rajoutes Anthony Davis à 100%, t'es pas dans les favoris de la conférence. T'es dans les 3, 4, 5 meilleures équipes, mais tu vises pas les finales NBA à l'Est, je pense. Atlanta est sur la bonne route avec les ailiers qu'ils ont. Voilà. Et le projet est beaucoup moins avancé. Entre guillemets, t'as plus de temps à Atlanta, même si Quinn Snyder va falloir quand même se dépêcher. Je pense pas qu'il faut paniquer à Atlanta. Voilà, c'est ça. Il faut attendre encore 1 an ou 2. Décider avec Trae Young, parce que lui, Trae Young, c'est pas forcément une histoire du basket. C'est une histoire c'est un joueur, qui a pas mal de problèmes physiques, qui a envie de briller. Il ne le dit pas, mais il a envie de briller, il a envie de procurer des choses. Il a envie d'être number one d'Atlanta, on le sait. Donc s'il ne peut pas être number one là, à mon avis, ils vont chercher à le bouger parce qu'on peut encore, je crois, éventuellement trouver des preneurs pour Trae Young. Parce qu'il n'a pas eu des blessures graves. Donc on sait ce qu'il peut apporter à une équipe offensivement. Je vois bien Minnesota ou quelqu'un prend le risque sur lui. Alors ce qui est à peu près certain là pour conclure, c'est que Anthony Davis a quand même de grandes chances de ne pas finir la saison à Dallas. Le dernier élément qu'il faut rappeler, c'est que c'est la dernière année là pour Dallas où ils ont leur pic de draft. Pour 2026. Après, il leur appartient plus pendant 3, 4, 5 ans, il me semble. Enfin, oui, il peut être swappé. Donc, ils n'ont jamais la main sur leur pic de draft. Donc, c'est soit cette année, ils terminent et puis et puis ils essaient d'avoir un bon premier choix l'année prochaine, premier tour l'année prochaine, soit ensuite c'est cuit pendant plusieurs années pour les Mavericks. Donc, s'il y a un moment où il faut casser l'équipe et repartir, reconstruire,
je pense que c'est déjà trop tard. La vérité, c'est que c'est sûrement trop tard parce que tu as gagné presque trop de matchs par rapport au cancre de la NBA. Mais bon, il y a quand même quelque chose à faire. On a vu l'année dernière que tu pouvais récupérer le Cooper Flag en étant plutôt bien classé. Ouais. Les Mavs avaient terminé 10e de la conférence Ouest, si je dis pas de bêtises. Oui, puis je pense pas que c'est par le draft que tu peux améliorer cette équipe maintenant, parce que eux, le fenêtre, ils avaient bien dit que la fenêtre était 2 ans. Voilà. Et Dallas, c'est une équipe qui dépense de l'argent qu'ils ont envie de voir maintenant ou l'année prochaine. Et ça dépendra de Kyrie Irving. S'il revient au top, voilà, les Mavs, ils peuvent bouger vers le haut et peuvent avoir des ambitions très élevées. On termine par la course MVP. On l'avait jamais fait encore cette saison. Ça fait 2 mois que la saison a repris. On s'est dit pourquoi pas en parler un peu. Bon, il y a évidemment 2 joueurs qui se détachent entre Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander. Ils sont détachés depuis un moment. Ils sont détachés depuis quelques moment. Années. Depuis, ouais, exactement. Toi là, si tu dois en choisir un pour ton number one pour donner ta voix, ça serait plutôt pour le Serbe ou le Canadien? Le Canadien, parce que voilà, il a plus de régularité dans ses efforts, même dans les défaites. Il garde cette équipe à flot, 29-30 points à chaque match, même en jouant que 3 quarts temps. Il a une influence sur cette équipe qui est primordiale. Jokic, je crois, cette année, il fait des triples-doubles massifs, mais de moins en moins éclatants. Il a tellement de trucs autour de lui. Jamal Murray fait une super saison. Ils ont renforcé le banc, même s'il y a des blessés. C'est une équipe qui est très, très solide. Mais c'est toujours pas pareil. Vous me posez la question en 10 minutes, je change d'avis. Écoute, c'est vrai qu'entre les deux, c'est quand même très difficile de choisir. Je pense que ce qui peut aider Nikola Jokic, c'est le fait, entre guillemets, que là, en ce moment, il n'y a ni Aaron Gordon, ni Christian Brown, plus Cam Johnson qui s'est blessé. Ça peut l'aider à faire encore remonter ses stats. Après, tu me parlais de triple-double, pas moins impressionnant, celui contre Minnesota. Mais non, je savais que tu allais en sortir celui-là. Oui, forcément. Non, mais 55 points, effectivement, non, mais c'est en prolongation en plus. Mais 55 points, c'est énorme. Il a besoin de le faire. Il sait quand il a besoin de le faire. Et croyez-moi, le lendemain qu'il a fait ça, moi j'ai dit, oui, c'est Jokic l'MVP. Mais quand tu surveilles, quand tu regardes, de toute façon, ça sera pour moi l'un ou l'autre. Tu ne peux pas avoir tort. Tu peux choisir les yeux fermés. Tout le monde, tu auras la moitié de la pièce qui dit tu as raison, et tu as l'autre moitié de la pièce qui dit non, mais c'est Shai. Donc voilà. Le troisième homme pour toi derrière ces deux-là, ça serait qui? Jalen Brunson? Ouais. Ça me va très bien. Non, je pensais que tu allais me parler de Luka Doncic. Oh non. Tu vois Jalen Brunson devant? Jalen Brunson, son impact sur cette équipe de Knicks, voilà, qui sont meilleurs que l'année dernière. Lui, il a élevé son niveau un petit peu, même avec le changement de coach, même avec le changement. Il arrive toujours à être le joueur le plus clutch. C'est vraiment le joueur, en dehors de Shai et Jokic, qui a le plus d'impact dans son équipe, vers la victoire. Plus que Kate Cunningham ou que Luka Doncic. Kate Cunningham, il est juste derrière. Non, il sera mentionné. Forcément, parce que quand tu vois le solide jeu individuel plus le solide jeu collectif, la façon qu'il pèse sur le match quand il se joue, Kate Cunningham, forcément, pour moi, est légèrement derrière Brunson. Ouais, et après, tu as du Jalen Brown, Anthony Edwards, Victor Wembanyama, qui joue pas assez de matchs, malheureusement, qui aura du mal à atteindre la barre des 65 rencontres pour les trophées individuels. Il est dans ce top 7, top 8 actuellement? Top 10. Top 10. Oui, il sera All-NBA, ça, je suis certain. On a vu cette équipe de San Antonio, même quand il n'était pas là,
Il y a une qualité de basket qui fait que ce que tu as vraiment besoin d'un MVP. Ça le dessert presque un peu, le fait que San Antonio ait gagné autant de matchs sans lui. On est d'accord. Oui, parce que collectivement, c'est très très fort. Tu ne pourrais pas dire, oui, c'est lui qui porte l'équipe. Qui porte l'équipe. Non, quand il n'est pas là, il se porte eux-mêmes. Ouais. Ouais, on dit pas que Victor Wembanyama n'est pas important pour les Spurs, mais c'est vrai que dans ce genre de moment où t'es pas là et que ça continue à gagner des matchs, ça interroge un peu les observateurs qui disent en fait l'équipe est très très forte même sans lui. C'est clair, lui, l'équipe de San Antonio collectivement est très fort. Lui individuellement, il est très fort. Il est sur le trajectoire d'être un des meilleurs joueurs de l'NBA. Mais c'est tellement solide. Cette équipe de San Antonio, forcément, tu ne peux pas dire, c'est un joueur, qui change ça. Il y a un joueur, on en a parlé, là, moi je trouve qu'il est vraiment très impressionnant, c'est Jaylen Brown cette saison. On s'attendait à ce qu'il fasse des cartons, que sans Jason Tatum, ça soit évidemment le leader de Boston, mais on s'attendait peut-être pas à ce qu'il prenne encore une dimension supérieure. En fait, on se rend compte que Jaylen Brown, il peut jouer les yeux dans les yeux avec les meilleurs joueurs de l'NBA quasiment. C'était nécessaire. C'était nécessaire, mais il le fait. Oui. Non, justement, c'est là que la qualité de joueur, que tout le monde, c'est vrai que quand Tatum n'était pas là, promettait le désastre à Boston. Il n'a rien dit, il a pris l'équipe sur son dos, et puis il est à 5-6 matchs à plus de 35 points ou 30 points. Il est à 9 matchs avec au moins 30 points marqués, record de Larry Bird égalé. C'est vraiment là où on voit la régularité, tous les plans défensifs peuvent être mis sur lui, il se défait de la défense, il a une variété dans son jeu, c'est un vrai leader, c'est costaud, c'est physique, donc il sera bien mentionné. Bon, écoute, merci Chris. C'est tout. Ça fait une demi-heure quand même qu'on y est. Okay. Non, c'est tout. Sauf si tu veux me dire que Donovan Mitchell pourrait être MVP. Non, voilà. Mais sinon, on s'arrête là. On est bon. Oui, on arrête là. Écoute, merci Chris. On se retrouve pour un prochain podcast le 31 décembre. Et je vous dis, si on se revoit pas, de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao.